Bien le bonsoir. Dans l'actualité, la terreur des abeilles à Doué. Doué, c'est dans la commune de Guédé à Podor. Les bestioles y ont déjà ôté la vie à 3 personnes, mais une 4e dans un état alarmant. Dans cette édition, les précautions en cas d'attaque d'abeilles avec un colonel des armées à la retraite. La mer attaque, détruit et engloutit les domiciles sur son passage à Bargny. Les populations attendent toujours désespérément la bouée de sauvetage des autorités sénégalaises. Le mystère est toujours entier dans la disparition de l'avion de Sénégal Air. Il y a 4 ans, jour pour jour, 7 personnes y ont laissé la vie, dont 3 agents de SOS Médecins. Il est sans l'ombre d'un doute le doyen de tous les menuisiers du Sénégal. El Hadji Mamadou Djité, il a 104 ans et marche toujours sur les copeaux. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Bienvenue à tous. Les travailleurs de la SDE continuent à charger. Ils exigent 15% des actions de la société qui phagocytent la leur. L'Assemblée générale de ce jeudi est aussi l'occasion d'exprimer leurs craintes sur le choix notamment du groupe Suez. Par ailleurs, ils exigent la lumière sur le contentieux SDE-ONAS. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Bargny-Guedj, l'angoisse grandit de jour en jour. La mer avance et arrache les habitations. Les populations assistent impuissantes à ce spectacle. En attendant la bouée de sauvetage des autorités, les villageois ne dorment plus. Aucune des promesses servies n'a été jusque-là tenue. C'est un reportage de Augustin Mandang et Amogo Robert Nyang. Bargny-Guedj, la mer avance, détruit et engloutit les habitations et plonge les populations dans l'angoisse. Nous vivons un calvaire, c'est très difficile et nous le vivons au quotidien. Avec les houles qui frappent à n'importe quelle heure de la nuit, nous ne dormons plus paisiblement. Nous ne dormons plus à point fermé, nous ne mangeons plus à notre guise. Ces pneus que vous voyez, nous les avons achetés hier pour qu'ils nous servent de barrage. Nous avons déboursé 25 000 francs CFA. À Bargny, la furie de la houle n'épargne pas les maisons. Serigne Faye, préoccupé, revoit les maisons englouties par la mer. J'ai passé toute ma vie ici. Je suis témoin des ravages de la mer. Elle a emporté toutes les habitations qui se trouvaient devant notre maison. Nous avons essayé de nous organiser pour contrer les houles, mais en vain. N'eût été ce barrage construit par un membre de notre famille, nous ne serions plus là. Comme lui, Ndaye Yacine Dieng habite ici depuis 1976. Aujourd'hui, la mer lui a arraché une partie de sa maison. 2 mai 1976, là, nous sommes. J'ai aménagé à Bargny-Guedj le 2 mars 1976. Avant, j'habitais Ngonou et en ces temps-là, la maison était très spacieuse. La mer a réduit cet espace au fur et à mesure que les houles frappaient la côte. Et je peux dire que ce calvaire, nous le vivons 12 mois sur 12. Toujours, je peux dire que 12 mois sur 12, nous sommes de calvaire. Leur seul souhait, obtenir un site de recasement loin de l'avancée de la mer. Nous voulons que le président de la République nous vienne en aide. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons vraiment peur. L'avancée de la mer nous inquiète. Nous appelons à l'aide car nous sommes fatigués. Si la moyenne nationale du recul du trait de côte est de 0,80 mètres par an au Sénégal, elle est de 2 mètres à Bargny. Ici, la nature des sols est différente, elle est argileuse, ce qui facilite l'infiltration rapide des eaux. Le village de Doué sous l'assaut des abeilles. Doué dans la commune de Guédé est envahi
depuis quelques mois par les bestioles qui ont déjà tué 3 personnes et plongé une 4e dans un état critique. Quelles précautions alors en cas d'attaque d'abeilles? Le colonel Dembélé, à la retraite reconverti en apiculteur, apporte des éléments de réponse, entre autres. Il a été rencontré par Cheikh Ougaï et Matarguer. Regardez. Le village de Doué, situé dans la commune de Guédé, depuis quelques jours, cette zone du Fouta est envahie par des abeilles. Le bilan est macabre. 3 morts et 1 personne dans le coma. Il n'y a pas une seule invasion, il n'y a pas un seul lit d'abeilles. Il y a pratiquement la forêt, les manguiers qui sont habités par des abeilles. Ça doit être un village pastoral où on pratique l'agriculture. Il y a les arbres, il y a les champs et ainsi de suite. Dans les arbres, dans les manguiers, il y a des abeilles. Actuellement, nous avons un blessé très grave qui se trouve à l'hôpital principal qui n'est pas pratiquement sorti du coma. Le dernier décès, c'est celui que nous venons d'enterrer tout de suite, qui s'est passé hier. Ce colonel à la retraite est apiculteur. Depuis des années, il élève ses bestioles. Il souligne que toutes les abeilles sont agressives, mais n'envahissent pas par hasard. Les abeilles sont tranquilles et s'occupent de leurs affaires. Il ne faut jamais les déranger parce que là, elles voient rouge et elles attaquent. Qui peut déranger les abeilles? C'est les hommes. Et c'est certains prédateurs qu'on trouve un peu partout, comme les petits lézards, les salamandres et autres, les grenouilles et tout ça. Il demande d'éviter la piqûre de l'abeille. Dès que ça pique, le venin, il passe dans le sang. Et dès qu'il passe dans le sang, l'organisme réagit. La plupart du temps, il faut se mettre à l'abri de ces piqûres-là. Ne jamais se présenter parce que c'est dangereux. S'il vous arrive, il y a des réflexes à faire. Et l'abeille ne vit pas longtemps, il vit 45 jours environ. Et pendant ces 45 jours, la période la plus dangereuse, c'est quand le venin est arrivé à maturité. Là, elle devient la gardienne de la ruche et elles sont nombreuses. Dans une ruche, on peut trouver jusqu'à 80 000 abeilles. Quand elles piquent aussi, alors la peau humaine étant élastique, son dard qui est très dur, l'abeille tire dessus, n'arrive pas à se dégager et laisse ses tripes sur la peau. C'est le petit truc blanc qu'on voit. C'est le sac à venin qui est là, qu'on regarde, et qu'il faut enlever avec un canif ou un bout d'ongle. Parce que dès qu'on attrape dessus, le sac à venin, c'est ça qu'on attrape, on s'inocule le restant du venin. Et ça fait encore plus mal. Pour éviter ce genre de situation où des vies humaines peuvent être menacées, il préconise la sensibilisation. Il faut les sensibiliser sur ce que c'est que l'abeille parce que les gens en général ne connaissent pas l'abeille. Il faut faire par exemple de petites tournées dans certains villages où il y a beaucoup d'abeilles, former des gens qui sont volontaires et qui n'ont pas cette allergie au venin de l'abeille pour leur montrer comment il faut faire dès qu'on remarque que des abeilles sont un peu agressives parce qu'il y a toujours un pourquoi. 5 septembre 2015, 5 septembre 2019, 4 ans, jour pour jour, disparaissait l'avion de la compagnie Sénégal Air. Bilan, 7 morts, dont 3 agents de SOS Médecins. Un accrochage en vol avec un autre appareil est à l'origine de l'accident. Un 737-800 de la compagnie équato-guinéenne Seiba International. El Hadj Malick Cissé revient sur le film de ce crash. Regardez. Le 5 septembre 2015, l'avion de la compagnie Sénégal Air disparaît après un accrochage en vol avec un 737-800 de la compagnie équato-guinéenne Seiba International. Le bilan est lourd, 7 morts, une patiente française, un Algérien, 2 Congolais membres de l'équipage et 3 agents de SOS Médecins. L'enquête technique avait livré ses résultats. Le rapport du BA, Bureau Enquête et Analyse, est formel. L'avion d'évacuation médicale et le monocouloir de Seiba empruntaient la même route entre Bamako et Dakar avec un écart de niveau de 1000 pieds entre les appareils, selon leurs plans de vol respectifs. Sur le plan judiciaire, la France s'est invitée dans le dossier à travers une commission rogatoire internationale en 2018. Pourtant, l'expert en aviation civile avait bel et bien interpellé les autorités et informe que l'heure était au recouvrement des biens de la compagnie de Sénégal Air. Licencié depuis 6 ans, Al-Hassan Anne avait pourtant alerté sur les manquements du système de maintenance.
Après le crash, toutes les recherches autour de la dernière position de l'avion de Sénégal Air sont restées infructueuses. Le Boeing 737-800 a quant à lui eu la partie supérieure de son volet d'extrémité d'aile droite arrachée, ce qui n'a pas empêché les pilotes de se dérouter vers Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, où ils ont pu atterrir. Retour à Dakar, la capitale sénégalaise, où les auto-écoles ont pignon sur rue. On en voit à chaque coin de rue. Pourtant, ces établissements essuient de nombreuses critiques liées notamment au manque de rigueur dans la formation des conducteurs Barresso et Babacar Touré. Parking du stade Léopold Sédar Senghor, espace très prisé par les auto-écoles. Ici, des personnes défilent tous les jours pour se former à la conduite automobile. Cette formation s'expose aujourd'hui à de nombreuses critiques. Manque de rigueur, voilà ce qui est reproché aux moniteurs. Mais ils rejettent tout en bloc. Donc c'est un processus qui commence déjà par la phase théorique et qu'on finit par la phase pratique. Ce qui fait que tant que le candidat n'a pas une bonne théorie, on ne peut pas l'exercer sur la pratique. Et c'est ça le credo des auto-écoles. Selon les moniteurs, le processus qui mène à l'obtention du permis de conduire comprend plusieurs étapes et ils font tout pour les respecter, ce que semble confirmer ces candidats. L'auto-école qui me forme a un bon plan de formation. Chaque jour, avant de venir sur le parking du stade, nous faisons la circulation. Je pense être opérationnel juste après la formation. Sur le nombre inquiétant des accidents sur nos routes, les moniteurs ne voient aucune relation de cause à effet avec la formation qu'ils dispensent. Ils voient le problème ailleurs. Alors, pourquoi ces conducteurs professionnels sont toujours cités dans des cas d'accident? That is the question. C'est ça le problème. Il faut voir où est-ce qu'ils ont subi une formation. Un exploitant ne peut pas être un formateur. Il faut qu'on soit vraiment sérieux dans ce pays. Il faut qu'on préserve l'intégrité physique des Sénégalais sur nos routes. La route est une source d'espoir. Ils sont en train de la détériorer en source de désespoir. Pour mieux préparer les Sénégalais à la conduite automobile, les responsables des auto-écoles réclament de meilleures conditions de travail. Vous voyez qu'on a été déguerpis, alors qu'on n'est pas une gêne. Nous sommes d'utilité publique. On est appelé à préparer les candidats, les Sénégalais, dans leur majorité, à l'obtention du permis de conduire avec un entraînement digne du nom. Mieux, les moniteurs demandent aux autorités de rendre obligatoire le passage à une auto-école pour l'obtention d'un permis de conduire. Je vous le disais en début d'édition, les travailleurs de la SDE ne font pas machine arrière. Ils continuent de charger et à exiger 15% des actions de la société qui phagocyte la leur. L'Assemblée générale tenue aujourd'hui était aussi l'occasion d'exprimer leurs craintes quant à leur avenir dans ce nouveau groupe Suez. Par ailleurs, ils exigent la lumière sur ce contentieux SDE et ONAS. Silignang et Youssouf Konté, compte rendu de cette Assemblée générale. Un combat de principe entamé depuis belle lurette, un combat qui ne connaît toujours pas son épilogue. 15% des actions, c'est ce que réclament ces travailleurs de la SDE dans la future société Suez. Nous nous sommes battus pendant 3 ans pour que les actions dédiées aux travailleurs augmentent. Il n'a jamais été question pour nous de porter le combat d'autres sociétés, que ce soit SONES. On n'était pas en compétition avec eux, on ne sera jamais en compétition avec eux parce que nous avons une société privée, eux, c'est des sociétés nationales, ils dépendent de l'État. Donc si nous nous battons pour avoir une augmentation de notre part d'actionnariat dans la société, c'est par rapport aux travailleurs de SDE. Et eux, ils ne peuvent pas aller représenter des travailleurs dans le conseil d'administration de la SDE. Donc voilà le combat que nous avons avec le ministre, c'est nous, travailleurs de SDE, nous réclamons 15%. Ils ont fait un début de solution, mais ce début de solution est presque nul parce qu'ils veulent le mettre avec d'autres travailleurs. Sur les différends qui opposent l'ONAS à la Sénégalaise des eaux, ces travailleurs demandent qu'une seule chose, être édifiés.
non seulement nous demandons à être édifiés, mais en tout cas il sera inacceptable pour les travailleurs de SDE qu'on nous dise que les comptes de SDE sont fermés, les travailleurs n'auront pas leur salaire, qu'on nous dise que d'ici la fin de l'année, décembre, au 31 décembre, la SDE est en banqueroute. Et si la SDE est en banqueroute, nous avons au moins 15 000 actions des travailleurs de SDE dans l'actionnariat de SDE. Et si la SDE est en banqueroute pour payer 15 milliards, cela veut dire 11 milliards, cela veut dire que nos actions seront dépréciées comme les actions des autres actions. Et c'est ça que nous disons que c'est inacceptable. Depuis 23 ans, la SDE détient le contrat d'affermage sur la gestion de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines. Aujourd'hui, elle se voit retirer ce contrat au profit du groupe français Suez, une nouvelle donne qui angoisse déjà le personnel de la SDE qui demande à l'État du Sénégal 15% dans l'actionnariat. Maca 2019, la délégation générale au pèlerinage tire un bilan satisfaisant de cette édition. Elle déplore tout de même 8 morts parmi les pèlerins sénégalais. Le délégué général a tenu à souligner que le monitoring avec le privé a été un succès, un élément entre autres qui ont facilité ce voyage. Voici le professeur Abdelaziz Kébé, propos recueillis par Al-Hassana Ba. Cette année a été une année satisfaisante. Comme l'année dernière, d'ailleurs, il n'y avait pas eu de laisser en rade. Pourquoi on arrive à ces résultats? Parce que nous procédons à un monitoring régulier. Chaque mois ou chaque 40 jours, nous invitons les voyagistes privés et quand nous commençons les informations, chaque mois, nous les invitons pour faire le point sur le nombre d'inscrits pour que nous puissions savoir le niveau d'inscription à tout moment et qu'on ne puisse pas dépasser le quota. De plus en plus, les organisateurs privés nous suivent dans la rationalisation et la moralisation. Et de plus en plus, les organisateurs privés savent que autant le milieu est assaini, autant c'est mieux pour leur image et autant également c'est mieux pour les affaires. Le délégué général au pèlerinage, professeur Abdelaziz Kébé, propos recueillis par Séléman Diallo et Cheikh Hassan Fall. La prière du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul, dans le bureau du gouverneur de l'Afrique occidentale française de l'époque. Nous sommes le 5 septembre 1895. Ces 2 rakas perpétués ce 5 septembre 2019 à Saint-Louis. Voici le rappel historique de ce conseil privé du 5 septembre 1895. C'est avec Cheikh Sall. La vérité s'éternise alors que l'erreur, même à son paroxysme, finit toujours par s'évanouir. Parole du Cheikh. Nous sommes en 1895. Alors que les colonisateurs français finissent d'anéantir toutes les résistances armées, le conseil privé de l'administration coloniale déclare l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était précisément le 5 septembre 1895 à Saint-Louis du Sénégal. L'histoire a surtout retenu de ce jour la tempérance du Cheikh dans sa défense contre les chefs d'accusation qui lui furent exposés, mais surtout le cœur qu'il eut de parapher au bas du document qui lui fut tendu, la sourate Ikhlas, symbole de l'unicité absolue de Dieu, en guise de signature. Mais surtout celui d'effectuer de Raqqa, devenu célèbre sur le lieu même de la dite séance. En décidant de l'exiler au Gabon, les colonisateurs avaient pour objectif de faire oublier son enseignement au Sénégal, comme en atteste cet extrait du rapport du Conseil privé du 5 septembre 1895. Je le cite. Le Conseil privé, après avoir entendu les rapports de Moussé Merlin et Leclerc, et fait comparaître Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Aujourd'hui, après près de 8 ans d'exil au Gabon, des années de résidence surveillée à Thiéyène au Sénégal et plus de 5 ans d'exil en Mauritanie, l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba est plus que jamais perpétué au Sénégal, mais aussi dans bien des pays à travers les 5 continents.
Vague de violence xénophobe, l'Afrique du Sud ferme ses missions diplomatiques au Nigeria de peur de représailles. En Guinée, Alpha Condé qui lance des consultations autour de la Constitution et ce nouveau gouvernement en Italie sans Matteo Salvini, des morts en Afghanistan et aux Bahamas causés respectivement par un attentat et un ouragan. C'est un récit de Hassan Gueye. L'Afrique du Sud a décidé de fermer temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria à la suite de menaces de représailles faisant écho aux émeutes contre les étrangers installés au pays de Mandela où la situation tend à revenir à la normale. Échaudé, un propriétaire nigérian d'une compagnie aérienne privée a offert à ses compatriotes de les évacuer illico presto et gratuitement en mettant à leur disposition un aéronef. En Guinée, le débat sur les velléités du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fait rage dans l'espace public. Il vient d'annoncer le lancement de consultations au sujet de la Constitution. En place depuis 2010 et âgé de 81 ans, Alpha Condé est en train de boucler son second et dernier mandat comme prévu par la Constitution. La prochaine élection présidentielle doit se tenir en 2020. Le nouveau gouvernement italien formé par le Premier ministre Giuseppe Conte a prêté serment. L'attelage, qui est composé de 21 ministres, 7 femmes et 14 hommes, est un savant dosage de sociodémocrates et des membres issus du mouvement 5 étoiles. La nouvelle équipe est marquée par le départ du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui avait totalement durci la politique migratoire de la péninsule. Il est remplacé par l'ancienne préfète de Milan, qui pourrait à son tour infléchir cette politique. 10 morts, dont 2 soldats de l'OTAN, un Américain et un Roumain. C'est le bilan d'un nouvel attentat revendiqué par les talibans à Kaboul. L'attaque à la voiture piégée s'est produite dans une zone ultra sécurisée, recevant plusieurs ambassades. Lundi dernier, une attaque précédente a fait 16 morts. Ces attentats interviennent alors qu'un accord doit être conclu entre Américains et talibans qui débouchera sur le retrait de plusieurs milliers de soldats américains. L'ouragan Dorian a semé le chaos et la mort aux Bahamas. Après le passage du cyclone, le bilan provisoire s'est établi à 20 tués dans cet archipel des Caraïbes. Plusieurs îles ont été ravagées et restent coupées du monde. Dorian est remonté en catégorie 3 et charrie des bourrasques de 185 km/h. 70 000 personnes sont impactées, 13 000 maisons endommagées ou détruites. Les vents se dirigent à présent vers la Caroline du Nord. La Coupe du Monde de basketball en Chine, le Sénégal a perdu devant le Canada, score 60-82. Les hommes de Moustapha Gueye qui ont donc enregistré leur 3e défaite consécutive. Écoutons un des 5 majeurs, Ran D'Almeida. Non, c'est le basket, c'est comme ça. Hein. On avait l'ascendant sur eux dès le début parce qu'on est venu avec beaucoup d'envie et ils ont montré vraiment beaucoup d'activité. Ça nous a fait déjouer. Je pense que c'est le manque de connaissances. On a appris à se connaître sur le tournoi. On a commencé à jouer, à se préparer tard. Donc ça fait que ça fait défaut dans les moments comme ça. Dans les moments durs, c'est vrai que c'est là qu'on a besoin d'un collectif. Et c'est plus la fatigue parce que c'est le 3e match en moins de 6 jours. Donc la fatigue elle commence à peser. Et là, quand il faut jouer comme ça, il faut jouer plus avec la tête. Et on n'a pas réussi à le faire simplement. Ouais, c'est sûr. Maintenant, il faut relever la tête. Ça va pas être évident. On rejoue encore dans 2 jours. Là, la fatigue elle commence à s'installer. Il va falloir voir ce qu'on peut faire, mais remédier. Mais on ne peut pas partir d'ici comme ça. Il faut qu'on relève la tête vraiment. Cette conséquence de la violence xénophobe en Afrique du Sud qui a prévalu ces derniers temps dans ce pays, la Fédération Malagasy de football qui décline l'invitation de l'instance fédérale du football sud-africain pour un match amical. La FMF évoque des craintes pour la sécurité de la délégation et pour celle des ressortissants établis dans le pays. La FMF avait déjà donné son accord de principe avant de faire machine arrière. El Hadj Mamadou Dité, délégué de quartier de Fanok, est menuisier du haut de ses 104 ans. Ce n'est pas rien, le centenaire qui garde la forme et la joie de vivre, mais surtout qui tient
à rester actif. Le reportage, ou plutôt le portrait dressé par Barroso et Ndeye Marème Gueye. 104 ans. El Hadji Mamadou Djité, affectueusement appelé Padité, est le délégué de quartier de Fanok. L'homme qui fut baptisé par Cheikh Ahmadou Bamba en 1915 à Ngaye revient sur son parcours. À 104 ans, Padité est toujours actif en tant que menuisier ébéniste, métier qu'il a appris en entreprise avec le français d'Héricourt. 72 ans. J'ai fait 72 ans dans le métier et c'est Dhéricourt qui m'a formé à la rue Talmat. À l'époque, les entreprises du Blanc Cerveau, les Moussis de la Gaz Socetra, Champs-Ferrier ont construit la banque BIO et moi j'y ai participé. Fervent musulman, Mamadou Djité a rédigé son premier exemplaire du Coran à l'âge de 19 ans. 19 ans, la bin kamel al-Quran. J'ai appris le Coran et j'ai rédigé un exemplaire à 19 ans. En ce moment, il y avait les fils de Marabout, les Mauritaniens. Les shérifs Mbake Mbake et les Bousso Bousso qui y étaient, mais j'étais toujours premier. Témoin de beaucoup d'événements, le centenaire retrace l'histoire du Sénégal. On venait d'avoir les machines et cela demandait de la force et de l'intelligence. C'est mon père qui a participé à la Première Guerre mondiale, 14-18. Moi, lors de la Seconde Guerre, j'avais déjà du travail. Pour la Mecque, il fallait faire au moins 15 jours par bateau. Marié et père de 9 enfants, El Hadji Djité est décrit par son épouse et sa progéniture comme une icône d'une bonté incommensurable. Il n'a aucun problème. C'est un homme de paix, très généreux envers toute sa famille. Moi, je l'aime beaucoup, car je suis née avec une malformation, mais n'empêche, il a pris bien soin de moi. C'est mon calife, mon marabout et ma référence. Pour le papy de 104 ans, l'équilibre et la mesure sont le secret de sa longévité. Il conseille alors: la jeunesse a plus de retenue et de responsabilité. Le sage de Fanok ne manque jamais de prier pour un Sénégal de paix et de concorde. Puisse Dieu le garder encore longtemps parmi nous. 23h, Sode Diarompa, dans Jukki Pribari, c'est le bulletin en Wolof. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sophie Abba. Hier, la météo et le temps qu'il fait, mais bien entendu, les vols à l'aéroport international Blaise Diagne. Et juste après, Ndiagambaye nous inspire avec le professeur Song de Diouf. Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.